enregistrement. Donc, l'objectif de ce matin, c'est de vous apporter les principaux cadres et les principaux éléments qui vous permettront d'avoir les bonnes réactions face aux principaux dangers qu'on peut rencontrer en termes de cybersécurité. Vous verrez que ce qu'on vous présente là pour la communauté de communes est complètement adaptable et transposable à ce que vous vivez de façon personnelle à la maison. Ces conseils-là sont valables dans tous les domaines. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer sur la charte informatique. Je ne vais pas la relire entièrement, assurez-vous. On va prendre vraiment les axes principaux. On part du principe que l'usage, en fait, et ça c'est vérifié partout, personnel individuel des agents peut avoir un lourd impact sur l'ensemble de la collectivité. Si un agent compromet son compte personnel, puisque vous avez tous un compte AD, hein, vous avez une adresse mail, vous avez un accès au poste de la collectivité, eh bien, si vous compromettez votre compte et ou si vous téléchargez un virus, ou pour rester simple, vous pouvez très bien impacter la collectivité. On pourrait avoir un phishing qui donne un accès, on verra tout à l'heure, à la collectivité de l'extérieur. On pourrait avoir un virus qui se télécharge et qui vient crypter toutes les données, qui vient chiffrer toutes les données de la collectivité. Donc, l'usage personnel peut impacter très lourdement l'ensemble de la collectivité. Donc ça, c'est un point majeur à comprendre et c'est la raison pour laquelle on vous sensibilise aujourd'hui. Donc, nous sommes tous concernés dans la mesure où on utilise les outils. La charte décline aussi de façon opérationnelle les réglementations qui s'appliquent pour les collectivités, les entreprises, etc. Le règlement européen de la gestion des données personnelles. Donc là-dessus, c'est plutôt les interventions proposées par ma collègue Céline Carr, qui est déléguée à la protection des données. Et puis, donc, ces règles déontologiques et pénales, on vous les rappellera succinctement, mais je vous invite à relire, si ce n'est pas déjà fait, la charte que vous devrez de toute façon me retourner signée. Hein, vous avez la dernière page, ce n'est pas d'imprimer toute la charte, vous n'imprimez que la dernière page, et vous me la retournez signée. Et à partir du moment où la charte sera signée et où vous aurez suivi cette sensibilisation, vous serez acquitté de ce devoir envers la collectivité. Voilà. Ensuite, donc l'usage personnel, ça c'est dans la charte, n'est pas recommandé. Il n'est pas pour autant interdit. Vous avez accès à Internet avec les outils de la collectivité, avec la connexion de la collectivité. Donc, vous avez accès aux réseaux sociaux, à Google, etc. et à tout un tas d'usages personnels. Donc, on vous encourage à ne pas avoir d'usage personnel déjà dans le temps de travail. Ça, c'est normalement proscrit. Même si aller vérifier ses mails, ce n'est pas non plus l'horreur. Sur un temps de pause, c'est tout à fait permis. Néanmoins, soyez conscient des risques que vous pourriez engendrer. Du coup, lorsque vous avez des consultations Internet, vérifiez aussi qu'au travail, vous n'irez pas sur des sites portant atteinte à la dignité humaine, que vous ne ferez pas d'achat en ligne, ni que vous stockerez des données personnelles de façon, on va dire, excessive sur les postes de la collectivité. Et quoi qu'il en soit, la collectivité ne peut pas être responsable des données que vous stockez à titre personnel. Vous avez le droit toutefois de le faire. Dans vos mails, ça se traduit par exemple par un dossier que vous intitulez perso et dans lequel nous n'irons pas regarder si jamais on était amené à reprendre en main votre boîte mail après votre départ ou si on doit accéder à votre compte mail. On pourrait consulter des dossiers qui contiennent des données du boulot, mais on n'ira pas dans le dossier personnel. Et de la même manière, si vous avez un dossier perso bien identifié comme personnel sur votre poste, on n'ira pas non plus en tant que service informatique regarder dans ce dossier-là. Voilà, donc évitez aussi l'usage des réseaux sociaux sur votre temps de travail, en tout cas pour les réseaux sociaux à titre personnel. Si vous allez sur les réseaux sociaux à titre personnel, que ce soit dans le temps de travail ou hors temps de travail à la maison, sachez qu'en tant qu'agent public, vous avez un devoir de réserve et que les publications sur vos comptes réseaux sociaux doivent être irréprochables. Typiquement, vous publiez une photo de vous, je vais être un peu trivial, complètement bourré sur les réseaux sociaux, sachez que vous engagez l'image de la collectivité malgré tout.
Voilà, bien entendu, critiquer l'OBC de façon ouverte et ou les décisions prises par les élus sur les réseaux sociaux, là aussi, engage votre devoir de réserve. Si votre profil est public. S'il ne l'est pas, on n'a pas accès normalement. Voilà, sachez qu'on a mis en place aussi, et ça fait partie des choses qui sont mentionnées dans la charte, des outils de contrôle des connexions Internet qui peuvent, si on identifie, par exemple, vous allez sur le site de la Française des Jeux régulièrement, ou vous avez consulté des sites de streaming ou de pornographie ou de choses et d'autres, on peut y avoir accès et on peut savoir qui a fait quoi quand. Voilà. Alors, vous êtes tous au moins amenés aussi à utiliser des outils comme Kelio, ne serait-ce que pour poser vos congés. Donc, du coup, c'est pareil, vous allez avoir un identifiant et un mot de passe. Vous avez un identifiant et mot de passe de connexion à votre session informatique, si vous en avez une. La plupart, là, en tout cas, vous en avez tous une. Donc, tout ça, ce sont des éléments personnels protégés par un mot de passe. Aujourd'hui, le mot de passe est quand même le vecteur de protection le plus important que l'on ait. Certains acteurs de la collectivité vont même avoir ce qu'on appelle de la double authentification, c'est-à-dire qu'on va demander une vérification avec soit un SMS, un truc comme ça, soit carrément un outil d'authentification certifié. Ça va dépendre du degré de sensibilité de vos comptes. Donc typiquement, nous, en tant qu'administrateurs du système et des réseaux, on a une double authentification pour toutes les modifications qu'on apporte sur les postes. Comme ça, en cas de, mettons, de malveillance, on est capable d'identifier qui a fait quoi quand, et on est sûr du compte qui a été utilisé. Et ça évite aussi à ce que quelqu'un qui n'a pas les autorisations, qui n'a pas la double certification, puisse faire ces modifications. Donc on en est là, vous voyez, dans l'amélioration de la sécurité de nos systèmes. On n'est pas encore au top. Néanmoins, on a fait une évaluation avec la cellule de la gendarmerie présence 56 il y a presque un an maintenant. Et on avait un niveau de 73% par rapport aux exigences actuelles, exigences qui ne font que progresser. On était assez satisfait du résultat, sachant qu'on a pris en main le sujet il y a seulement 3 ans et qu'on partait très bas, en tout cas on partait de loin. De la même manière, ces mots de passe, je vais y revenir, vous avez des mots de passe sur votre téléphone, vous avez accès à votre messagerie électronique potentiellement sur votre téléphone mobile. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi venir nous voir dans la mesure où vous avez un téléphone professionnel et on peut configurer votre adresse mail pro sur votre téléphone si c'était nécessaire. Alors, on va parler 2 minutes des mots de passe. Hop, tac, tac, tac. Je pense, voilà. Alors, je vais essayer de prendre un truc récent. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Bien sûr. Bon, on va essayer de zoomer sur cette partie-là. Voilà. Ce que je vais vous montrer là-dedans, c'est que la nature de votre mot de passe conditionne forcément son niveau de sécurité. On impose, nous, un mot de passe d'au moins 12 caractères qui mélange des chiffres, des lettres, majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. Le fait de mélanger tout ça, ça nous met dans cette catégorie-là où on a, a priori, 3 milliards d'années avant de pouvoir craquer le mot de passe. Je dis bien a priori parce qu'en réalité, si l'attaquant connaît les critères, ça réduit d'autant le temps de traitement. Mais enfin bon, on est quand même sur un niveau de sécurisation qui fait qu'on ne se fait pas péter un mot de passe qui serait 1, 2, 3, 4, où là, c'est quasiment instantané. Vous avez compris un petit peu la subtilité. 12 niveaux d'exigence. Exigence qui est en plus complétée par un changement annuel de mot de passe. Voilà. C'est la raison pour laquelle tous les ans, on vous fait modifier votre mot de passe. Parce que ce mot de passe-là, on sait que certains agents vont utiliser le même qu'à la maison, chose qui est proscrite. Il faut bien avoir conscience, et là je vais vous donner une petite astuce aussi pour votre vie personnelle, que d'utiliser le même mot de passe partout, c'est vous exposer à une forte possibilité de compromission. Typiquement, moi j'évalue différentes catégories de mots de passe. On va dire les sites tout venant, où il n'y a pas d'enjeu de transactions financières, où il n'y a pas de données personnelles fortes, etc. Bon, ça peut être un mot de passe assez simple de 8 caractères.
Vous voyez, typiquement avec des majuscules, des minuscules, éventuellement des chiffres. Et donc là, on arrive sur des niveaux de craquage qui sont raisonnables. Et puis, c'est un mot de passe facile à retenir que vous pourrez appliquer sur tous les sites de cette nature-là. Par contre, il y a, et là je vous pose la question, certains aspects qu'il faut protéger absolument. D'après vous, lesquels? Vous pouvez intervenir, hein. On est 4. Sur quoi il faut être hyper vigilant pour ces mots de passe? C'est simple, hein. Pas une question en piège, hein. Utiliser son nom, son prénom, sa date de naissance, non, peut-être? Alors, dans un mot de passe, effectivement, bonne remarque, n'utilisez jamais, et c'est interdit à la communauté de communes, vous ne pourrez pas le faire, d'utiliser prénom, nom et date de naissance, et je dirais jusqu'à dire code postal et nom du chien et nom des enfants, quoi. Évitez des mots de passe de cette nature-là. Je vais vous donner après une astuce, hein, pour créer un mot de passe complexe. Mais quels sont les comptes, quels sont les domaines sur lesquels il faut être blindé en termes de mots de passe? Les comptes bancaires, Très bien. Sécu. Compte bancaire, Sécu, ok. Là où il y a de la donnée personnelle, là où il y a des transactions financières, et il y a un autre compte qui est central dans votre vie numérique. Central, vous l'utilisez tous les jours quasiment. Adresse mail. Exactement, votre compte mail. Parce que quelqu'un qui accède à votre compte mail, vous verrez que sur tous les sites, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe, et 9 fois sur 10, ça passe par le mail. Alors, quelquefois, ça passe par l'application mobile de la banque, quelquefois, ça passe par l'application, par un SMS. Mais c'est pareil, vous vous faites voler votre téléphone et vous vous faites loser, quoi. Votre téléphone, aujourd'hui, il contient votre carte bancaire, votre système de paiement, la plupart du temps maintenant, et puis derrière, l'accès à votre banque, l'accès à tout. Donc, votre point faible en tant que particulier, c'est votre adresse mail et quelque part le device, l'appareil qui est le téléphone. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Et aujourd'hui, en cybersécurité, notre gros point faible dans la chaîne, c'est le téléphone. Parce que demain, il disparaît. Il n'y a pas de, si on n'a pas mis de code PIN à l'entrée ou de schéma ou de protection biométrique, on accède à votre téléphone, on peut voir en un clic le mot de passe de la communauté de communes. Il suffit d'aller dans les paramètres et regarder mon mot de passe. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir accès au compte de la communauté de communes. Et pourquoi pas à vos comptes bancaires et au reste. Donc, vous voyez l'importance d'avoir des bons mots de passe, mais aussi de sécuriser les devices, les appareils sur lesquels vous vous connectez. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'un bon mot de passe et comment créer un bon mot de passe? Donc, moi, ce que j'encourage, c'est d'avoir un mot de passe tout venant, éventuellement à titre perso, hein. Là, on est sur le perso, pour les sites tout venant. Mais dès lors qu'on est sur l'adresse mail et sur le compte bancaire, on a 2 autres catégories de mots de passe. Et 2 mots de passe différents, quoi qu'il en soit, pour le bancaire et pour le compte mail. Ça, c'est une sécurité pour vous. Comment créer un mot de passe complexe? Le plus simple, c'est d'élaborer une phrase et de la trafiquer. Je vais prendre un exemple con, du genre je porte des chaussettes bleues. Donc le je, on peut mettre un J3 par exemple, le 3 ressemblant au E inversé. Je porte, pourquoi pas P majuscule, 0, RTE. Des, on peut mettre un plus, par exemple. Chaussettes, on peut mettre CHO ou CH0, chiffre 7. Et pourquoi pas bleu en toutes lettres, finir avec un point d'exclamation. Bon, c'est un exemple, vous en faites ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous créez une phrase clé, j'ai 3 enfants, ou je ne sais pas quoi, enfin bon, peu importe, avec les premières lettres. Enfin, l'idée, c'est que vous trouviez une phrase que vous allez retenir facilement et que vous allez pouvoir trafiquer avec des symboles du clavier, en essayant de les varier, de ne pas toujours utiliser les mêmes. On a tous tendance à utiliser le point d'exclamation, on ne sait pas pourquoi, ou le arrobase. C'est bien de les varier. Et comme ça, vous pouvez élaborer un mot de passe structuré qui attirera directement dans la dernière colonne. Et vous voyez que la dernière colonne, c'est tout de suite... donc, s'il fait au moins 12 caractères, vous êtes tranquille. Vous voyez l'astuce? OK. Petite précision qui n'a rien à voir, mais si vous utilisez un smartphone perso dans le cadre de votre activité professionnelle et que vous êtes amené à l'utiliser parce que vous êtes appelé dessus au boulot, etc.,
sachez qu'il y a un biais assurantiel. La communauté de communes, c'est comme pour les lunettes, c'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, ne rembourse pas le téléphone. Donc, si vraiment vous avez un usage courant de votre smartphone, vous pouvez demander à la communauté de communes de vous fournir un smartphone. En tout cas, ça peut remonter. Sachant que nous, on fournit des smartphones avec 2 cartes SIM et que vous pouvez donc avoir votre carte SIM Pro et votre carte SIM perso dans le smartphone et qu'aujourd'hui, on est capable de gérer les profils pro-perso. Et donc, ça peut vous permettre d'avoir un téléphone fourni par la collectivité et avoir en même temps votre SIM perso dedans. Voilà. Sachant qu'on n'ira pas forcément regarder les applications que vous déployez sur votre téléphone perso. Notez bien que beaucoup d'applications sont aussi, si elles ne sont pas dans le store de Google, à plus forte raison. Ça ne veut pas dire que même si elles y sont, ça ne peut pas être le cas. Mais installer n'importe quelle application comme ça à la volée, c'est s'ouvrir à des tas de systèmes d'espionnage industriels, commerciaux, etc., avec toute l'exploitation des données personnelles qui vont avec. Parce qu'à chaque fois que vous installez une application, vous lui donnez des autorisations d'accès à vos contenus. Donc, soyez bien vigilants sur la nature des applications que vous installez. Je pense aux jeux et à toutes ces conneries-là. Alors, quels sont les principaux risques? Ça, c'est la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, dans les risques majeurs identifiés, on a le premier risque qui est, d'après certains, qui représente pratiquement 95% des failles exploitées par les attaquants. C'est le phishing, le vishing et toutes ces conneries, le smishing. En gros, c'est le hameçonnage qui passe par votre boîte mail, par votre téléphone, par les SMS. Vous avez reçu un colis, au téléphone, vous avez une IA, c'est de plus en plus courant, mais il n'y a pas que des IA, il y a aussi des gens comme vous et moi, qui vous appellent et qui vont vous demander, parce que vous êtes chez tel opérateur, votre RIB et votre machin. Et puis, bien sûr, les emails qui vont vous inviter à envoyer de l'argent à votre cousin congolais. Ça, c'est pour les versions les plus archaïques, mais qui peuvent se traduire, comme on l'a eu tout récemment avec le service budget, par une entreprise juridique, pour le coup qui était basée en Angleterre, mais qui demande un virement de 90 000 € et qui l'écrit avec une adresse soi-disant émanant du DGS. On a eu le cas, l'agent qui a été ciblé de ça a commencé la démarche avant de poser la question au DGS lui-même, bon réflexe, et il a fallu qu'on démonte l'arnaque et qu'on se rende compte qu'effectivement, il y avait un truc qui clochait. Donc, aujourd'hui, le phishing utilise de plus en plus l'intelligence artificielle, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Ça, on en reparle vendredi pour ceux que ça intéresse, à 11h, en webinaire aussi. Cette intelligence artificielle est capable d'élaborer des contenus très vraisemblables et très semblables à l'existant. Donc, on sera de plus en plus confronté à des arnaques très justes, très élaborées, très ciblées. Soyez extrêmement vigilants, c'est 95% des arnaques, raison pour laquelle on utilise aussi en interne des campagnes de phishing que nous mettons en œuvre pour vérifier la capacité des agents à analyser les mails et à avoir le bon réflexe avant de cliquer. Et on ne l'a pas tous. Et sur la dernière campagne qu'on a fait sur Kelio, on a plus de 40 agents, sachant qu'en plus, là, on n'avait pas encore un système très élaboré, on est en train de l'améliorer. On avait plus de 40 agents à être tombés dans le panneau, dont le DGS, pour la première fois. Donc, vous voyez, on peut tous se faire berner, tous. Ce n'est pas une question de est-ce que je vais me faire avoir, c'est quand je vais me faire avoir. Je vous donne un petit exemple perso. Il y a quelques années déjà, plus de 10 ans, j'achetais régulièrement des trucs sur eBay. Je reçois un mailing d'eBay qui me propose d'aller voir un truc. Je clique sur le lien, j'arrive sur le site d'eBay, je navigue, je me dis tiens, c'est bizarre, il n'y a pas tous les bouquins que je vais voir d'habitude, c'est pas organisé pareil. Puis je quitte, je me dis bon, il n'y a pas, je m'en vais. Et c'est seulement après coup que je me suis rendu compte, je me suis dit mais attends, est-ce que c'était vraiment le site d'eBay? Je vérifie l'adresse URL, l'adresse du site, ce qu'on a ici dans... Alors, je vous repartage mon écran pour être bien transparent. Hop, hop, hop. Donc, l'URL, c'est ce qui apparaît là, on est d'accord, en haut.
Et l'URL n'était pas ebay.fr ou .com, c'était un truc eBay, peut-être par exemple avec un S, ou un truc qui ressemblait étrangement à l'adresse du site, mais ce n'était pas le site. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait. Ils vont prendre des noms de domaine très proches du domaine de la CAF, du domaine de votre banque, pour singer le truc, quoi. Donc, question, quand vous recevez un email, et là, je vous invite à participer, à quoi vous devez être attentif pour identifier, qu'est-ce qui vous permettrait d'identifier que c'est un mail ou un SMS ou autre chose, mais un mail, c'est encore plus simple et plus parlant, qui est frauduleux. Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce que vous devez regarder? Alors, l'expéditeur, effectivement, Mathieu, l'expéditeur, j'ai un nom qui apparaît, donc l'adresse mail. Est-ce que le domaine qui se trouve après le arrobas, comme tu le dis, est bien un domaine légitime pour m'adresser une demande? La dernière fois, par exemple, on avait fait arrobase, c'est pas Kelio, et non pas Kelio. On avait bien mis en toutes lettres, c'est pas Kelio. On a quand même eu 40 personnes à se faire avoir. Et en plus, on a mis un logo, c'est pas Kelio. C'est pour vous dire, ça peut être gros, ça passe. Ça passe. Le mail, vous l'avez reçu, hein, vous pouvez le reprendre si vous ne l'avez pas mis à la poubelle. Donc, typiquement, attention à l'expéditeur. Ça, c'est le premier point. Et quelquefois, le nom de l'expéditeur, c'est-à-dire ce qui précède le mail, l'identité en fait qui est utilisée, peut très bien être Luc Philippe, et le mail va être pb, je sais pas quoi, un truc à la con. Ou Luc Philippe, un truc à la con. Sauf que si vous ne faites pas attention au domaine, eh bien, vous pourriez penser qu'effectivement, c'est bien Luc qui vous a écrit. OK? Donc, quoi d'autre? Vous avez tous un micro. Hein. Pardon. Désolé, je n'ai pas débranché mon téléphone. Alors, à quoi faut-il encore faire attention dans un email? L'objet, ouais. Ça, l'objet peut être très convaincant. C'est souvent pas là qu'on se fera voir. Enfin, c'est pas là qu'on pourra discerner. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est dans l'écriture, dans le contenu. Enfin, souvent il y a des fautes ou des choses comme ça. C'est dans la façon dont c'est écrit. Alors, effectivement, il peut y avoir des fautes. Bon, moi, j'en fais aussi. Mais il peut y avoir des fautes dans le mail. Effectivement, des choses qui sont mal écrites, mal rédigées, parce que quelquefois aussi, c'est une traduction automatique, un truc pourri. Sachez que ça va s'améliorer avec le temps et que ça sera de moins en moins vrai. Mais, effectivement, quoi d'autre? Sur le contenu du mail. Jessica, tu allais dire quelque chose? Non, non, rien du tout. Allez, participez, hein, sinon c'est pas drôle. Magdalena? Donc, souvent, la signature peut être une indication. Nous, dans le mail de Kelio, on avait mis Kelio OBC, un truc comme ça, 56 000 avec je ne sais pas combien de zéros, New York. Personne n'a fait gaffe. 40 clics, 40 soumissions. Et on avait les identifiants mots de passe de 40 personnes. Alors qu'on avait mis New York. Quoi d'autre? Effectivement, à quoi il faut faire attention encore? Ah, très bien. Dès qu'il y a des liens. En fait, l'objectif d'un phishing, c'est que vous donniez, la plupart du temps, hein, c'est que vous donniez vos identifiants mots de passe ou que vous téléchargiez quelque chose ou que vous accédiez à un site qui va ensuite compromettre votre machine. Donc, c'est trois compromissions, on va dire, majeures. On va les voir une par une. La première, la plus fréquente, est souvent à destination d'identification pour du Microsoft Office 365. Parce qu'aujourd'hui, la grosse cible, puisque c'est 90% du marché, c'est Office 365. On ne va pas dire que nous, on s'en fiche puisqu'on travaille sur du Bluemine, mais attention, les hackers, enfin les pirates, sont de plus en plus vigilants aux autres solutions. Donc, ce que je dis là, il faut bien le relativiser et il faut bien tenir compte. Mais effectivement, ce qu'on va vous demander de faire, on va vous dire, pour accéder à tel document, merci de vous identifier. Donc, si c'est du 365, nous, on ne l'utilise pas, mais vous l'utilisez à Pleurmel, je crois. Non, peut-être plus, d'ailleurs. Vous êtes aussi sur... vous êtes sur quoi à Pleurmel? Olivier? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, Outlook, non? Oui, Outlook.
Outlook, et je pense que derrière, c'est de Microsoft. Parce qu'il me semble qu'ils avaient supprimé BlueMind à une époque. Oui, Bon. il n'y a plus BlueMind. Ouais. Bon, bref, en tout cas, le fait d'être sur un compte Microsoft, à plus forte raison, vous êtes encore plus soumis à ce genre de danger. Toujours est-il que, quelle que soit la solution derrière, on s'en fiche, vous mettez votre identifiant, votre mot de passe, ça veut dire que le hacker a votre identifiant, mot de passe. Si le hacker enquête sur la nature de votre système d'information, il sera capable d'identifier comment se connecter à votre système d'information et donc d'accéder et ensuite ce qu'on appelle latéraliser pour augmenter ses droits et prendre la main sur le système d'information dans son ensemble, à partir d'un simple compte qui, a priori, n'a que très peu de droits, parce qu'il va exploiter les failles de sécurité du système. Et quand bien même on renforce notre système, et quand bien même on a mis en place plein de sécurité, il y a toujours des failles. Donc, donner la main à un pirate sur le système, c'est potentiellement, si on tombe sur des méchants, parce qu'il y en a qui font ça pour s'amuser, il y en a qui font ça juste pour vous emmerder, juste pour récupérer des adresses mail et les On a eu le cas avec l'espace autonomie il n'y a pas longtemps. C'était juste pour renvoyer des tas de mails pour corrompre un maximum de comptes. Bon. Mais quelquefois, c'est vraiment pour intégrer le contenu du système d'information et s'emparer de données personnelles. Ça peut être très risqué. Deuxième cas, effectivement, un lien qui vous emmène vers une pièce jointe qui va être vérolée. Troisième cas, directement sur un site qui va être vérolé. Donc voilà, et qui va vous télécharger des logiciels espions qui potentiellement ensuite pourront installer des trucs plus pernicieux. C'est des processus longs et en fait, ça va graduellement permettre à un pirate potentiellement de s'emparer de données et ou d'avoir une mainmise sur le système d'information. J'avance un petit peu. Et donc derrière, forcément, escroquerie bancaire, etc., tout ça, ça va avec. Une fois qu'on a usurpé votre identité, on peut se faire passer pour vous sur les réseaux sociaux, on peut compromettre votre intégrité, etc. etc. Voilà. Donc piratage des données, j'en ai parlé. Le gros risque pour nous en termes de piratage des données, la grande peur que l'on a, c'est les fameux rançongiciels, ransomware, qui du coup installent un outil sur le serveur ou sur l'endroit où il y a des fichiers et qui va les chiffrer. Et ensuite, on a le droit à une rançon qui nous dit donnez-nous de l'argent et en échange, on vous rendra la clé de déchiffrement. Sauf que quand tu commences à payer, ça veut dire que tu es un bon client et que la logique qu'on adopte nous, c'est on ne paiera pas, allez vous faire voir. Et donc, derrière, ça veut dire qu'on peut potentiellement perdre toutes les données de la collectivité. Vous voyez le risque. On imagine après attaquer un serveur comme Cyril, on perd l'intégralité de l'arriéré de tous nos agents, plus de paye, plus rien, enfin vous voyez la merde, quoi. Les conséquences peuvent être assez lourdes pour tout le monde. Donc, nous, on a mis en place des systèmes de sécurité que je ne vais pas détailler. Pour éviter ça, maintenant, on n'est pas infaillible. D'où l'importance que chaque utilisateur soit attentif à ne pas se faire pirater son compte, notamment par le phishing. Une autre arnaque qui est assez fréquente, on en a encore eu une il n'y a pas longtemps de cette nature-là, c'est le faux support technique. En gros, vous avez un écran bleu qui vous dit « Attention, votre ordinateur rencontre un risque de je ne sais pas quoi, appelez tel numéro ». Et puis, vous appelez le numéro. Et puis, derrière, on vous dit « Mettez votre carte bleue ». Et puis, derrière, on installe un truc encore pire. Donc ça, c'est très simple à résoudre la plupart du temps. C'est une fausse fenêtre, en fait, qui apparaît devant les autres. Il vous suffit de redémarrer l'ordinateur et en général, ça disparaît. Le bon réflexe dans tous les cas, et même en cas de phishing, systématiquement, quand vous avez un doute, maintenant, prenez le réflexe de nous dire est-ce que là, il n'y a pas un danger? Et si j'ai une fenêtre bleue, appelez-nous et on vous aidera à résoudre le problème. D'accord? Ça marche? Voilà. Et j'ai fait le tour et on a tenu les 30 minutes à peu de choses près. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Moi, je vous invite en tout cas à faire le parcours complet qui est en lien dans la charte et j'attends votre charte signée du coup pour pouvoir valider le fait que vous avez... La charte, oui, elle a été envoyée par mail. Ouais. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, vous êtes dans ma liste, donc je vous relancerai. La charte a été bien envoyée. Moi, j'ai une remarque. Je reçois un nombre très important de mails de la collectivité qui ne me concernent absolument pas.
Je pense que, vu le nombre reçu, au bout d'un moment, on fatigue à lire et à mettre à la poubelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sélection plus ciblée pour éviter de traiter des mails et, à force de s'exposer peut-être, à ouvrir un phishing juste par automatisme et de plus être tellement concentré sur ce qu'on est en train de lire? Ouais, alors c'est une très bonne remarque, d'autant plus que ton poste, et enfin même celui d'Olivier, hein, et peut-être même les vôtres d'ailleurs, vous recevez par défaut tous les mails qui sont envoyés à agents, notamment ceux de l'informatique, mais aussi ceux de la RH, ceux de la compta, ceux de, effectivement. Nous, par exemple, bon, je ne vais pas partir de mon giron et de ma chapelle, comme ça sera plus objectif pour moi. On estime que quand on envoie un mail à agent, l'ensemble des agents est vraiment concerné, ou une très grande partie des agents est concernée. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de cibler uniquement les agents concernés en soustrayant, dans le cas précis, ceux qui ne le seraient pas. Bon. Donc, je pars du principe que les mails envoyés par informatique, en général, quand c'est à destination de tous les agents, ont nécessité d'être lus par tous, ou concernent tous, ou tout ou partie des agents. Quand ce n'est pas le cas, en général, on cible. C'est-à-dire qu'on va cibler le site concerné et on essaye de restreindre. Mais ce n'est pas toujours possible. En compta, je dois reconnaître qu'on reçoit des mails en compta. Des fois, on se demande si elle ne pourrait pas cibler un peu plus. Je pense que c'est de plus en plus le cas, mais ce n'est peut-être pas encore tout à fait le cas. Moi, je serais vous. Je n'hésiterai pas à répondre pendant un temps en disant « Écoutez, ces mails ne me concernent pas, merci de ne plus me les envoyer ». C'est une façon de remonter l'information de façon ciblée. Pour les mails de propagande, vas-y. C'est une façon aussi d'occuper les agents qui sont nos collègues à lire de nouveau des mails qui ne les concernent pas. Oui, et ce n'est pas logique. Et pour ça, c'est bien de faire remonter à l'expéditeur que là, son mail n'a rien à faire là. Et ça, j'ai encore eu le cas il y a très peu de temps. Voilà. Je pense que c'est aussi de la responsabilité de chaque agent qui ne se sent pas concerné par un mail de bien remonter, quitte à mettre, pourquoi pas, l'informatique en copie. Et nous, on essaiera d'arranger avec l'agent pour qu'on cible plus. Pourquoi pas. Moi, je pense que c'est nécessaire. C'est une bonne remarque. J'allais dire, oui, pour la propagande touristique, culturelle, etc. On a demandé à ce que les agents utilisent Brevo, qui est une mailing list, et ça peut vous intéresser aussi pour l'école de musique, hein, de manière à informer les usagers, dont les agents peuvent faire partie, puisque nous sommes potentiellement habitants du territoire, et même sans être habitants, on peut être intéressé par des contenus culturels, touristiques, etc. Toutefois, quand on passe par Brevo, l'avantage, c'est qu'on peut se désabonner. Voilà. Donc, en fait, on peut choisir librement de recevoir ou pas la lettre d'info, ce qui, quand on nous l'impose par un mail agent, devient très vite casse-pied. Ça, j'en conviens. Voilà. Bon, c'est une partie de la réponse, mais la remarque est très judicieuse, Magdalena. Vous avez d'autres aspects, d'autres remontées? Ok. Ah. Alors, juste une dernière question, puis je vous libère. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation? Est-ce que vous pensez que ça vous apporte des éléments que vous n'aviez pas? Est-ce que ça éclaire certains fonctionnements, à la fois perso, pro? Vite, un petit tour de parole là-dessus. J'aurais pu faire une évaluation, mais bon. Jessica, par exemple. Bah, déjà, moi, Kelio, je n'utilise pas. Je suis pas concernée pour l'instant. Nous, c'est Catherine, en fait, qui utilise pour nous. Et autrement, par rapport à tout ce qui était hameçonnage, phishing, tout ça, je savais hein, que j'ai déjà... Enfin, j'ai arrêté à temps. Moi, c'était avec la CPAM quand j'étais en congé maternité. Et soi-disant qu'il me devait de l'argent, donc il fallait que je passe ma carte bleue. Je dis, voilà, ça c'est pas normal qu'on me demande ma carte bleue. Donc j'ai arrêté et avant de faire quoi que ce soit et je l'ai signalé à la CPAM, tout simplement. Ouais. Alors, dans les contenus qu'on n'a pas mentionnés tout à l'heure, effectivement, j'ai oublié cet aspect-là, on s'est arrêté au lien. Souvent, dans le mail, il y a un ton impératif, il faut le faire vite. Il y a une opération à effectuer qui est de donner votre identifiant mot de passe et ou effectivement effectuer une transaction financière. Ça, c'est une précision que je n'avais pas donnée tout à l'heure. Merci de ton retour, Jessica. Voilà. Olivier?
Oui, bah écoute, moi, j'avais déjà eu, et en plus par le biais de Pluhermel, on a eu un petit peu la même chose, la même formation. Donc c'est quelque chose qui est déjà assez, voilà, pour moi, connu, mais bon, une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal, notamment pour les mots de passe. C'est vrai que je suis là-dessus, je suis pas très bon. Enfin, j'ai des très bons mots de passe, mais j'utilise souvent les mêmes. Puis la technique, là, par exemple, avec la phrase, est une technique intéressante. Donc, ouais, à utiliser. Ok. Et du coup, à Pleuhermel, ils vous ont proposé de suivre cybermalveillance aussi? Bah, oui, oui, on a eu plusieurs formations proposées, notamment oui, ce genre de formation. Ouais. Ok. Parce que du coup, si vous aviez passé cybermalveillance à Pleuhermel, vous pouviez m'envoyer l'attestation que vous aviez déjà eue, hein. C'est Oui, oui. possible. Enfin, c'était pas sous le même format, mais oui, dans le même Ok, esprit. Ouais. ça marche. Merci beaucoup du retour. Magdalena? Oui, c'est un rappel qui sert toujours, hein. Bon, après, on le fait un peu en double, mais bon, c'est comme ça, c'est le deal. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Je donne la parole à Mathieu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que forcément, c'est toujours de la redite, mais c'est important de l'entendre. Et je dirais que c'est aussi nécessaire d'entendre que tout le monde fait partie aussi du même réseau. Parce que je pense, moi, aux animateurs qui travaillent avec moi, ils s'en rendent pas toujours compte. Et ce genre de choses pourrait être fait à plus grande échelle, même si c'est pas toujours respecté à 100%, mais je sais qu'il y en a qui devraient l'entendre et qui auraient besoin de l'entendre, notamment. Voilà. Alors là, je reçois la remarque qui est pertinente. Là, nous, on a fait compléter en fait la sensibilisation et l'attestation par plus de 170 agents. Il y a une vingtaine d'agents qui, comme vous, suivent la sensibilisation restreinte. Mais en fait, vous êtes, vous, aussi maintenant porteur de cette connaissance et n'hésitez pas à la partager avec les gens que vous encadrez et ou que vous accompagnez. Voilà. Je rejoins Mathieu sur ce qu'il vient de dire aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, puis les animateurs, c'est un public particulièrement chaud parce que vous êtes tout le temps en train de courir, vous êtes tout le temps en train d'aller sur Internet pour trouver une astuce, un truc, et vous êtes avec des très jeunes qui souvent ne sont pas encore responsabilisés, effectivement. Ouais. Ok, bah, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. On a débordé un petit peu, mais c'était intéressant et je vous souhaite une belle continuation. Merci. Merci. Bonne Bientôt, journée. au revoir. Au revoir, bonne journée.